Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour à tous et bonjour Thérèse. Bonjour Alexandre, ravi de te rencontrer. Oui, et merci d'avoir accepté ma demande. Et avec plaisir. Pour nos auditeurs, en 2 mots, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Thérèse Psiuk, j'ai 77 ans. Je travaille depuis l'âge de 20 ans. Ouais. Et je continue à avoir des activités. Ok. Enfin, que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours qui est, à mon avis, un peu hors norme. Mais on commence toujours par la même première question pour tout le monde, c'est pourquoi la santé ? Alors en fait, à 18 ans, mon bac mathélème en poche. Alors déjà le bac mathélème, moi je suis perdu. Hein. Alors le bac mathélème. Maths élémentaire. Maths élémentaire. Ok. Voilà. Donc mon objectif était de devenir prof de sport. Et je devais faire donc dans le Pas-de-Calais, entrer dans un CREPS à Wattignies. Et en fait, j'étais fiancée à 18 ans. Donc je n'avais qu'une envie, c'est de rejoindre mon fiancé à Lille, qui faisait ses études de droit. Et je voulais à ce moment-là faire des études assez courtes, pas trop poussées. Je n'avais pas du tout envisagé de faire infirmière, puisque je voulais être prof de sport. Et en fait, avec le bac en poche, on ne passait pas de concours d'entrée. Donc, je me suis inscrite au CHU de Lille pour faire mes études d'infirmière. Et à l'époque, nous avions très vite des stages, puisque le matin en stage, l'après-midi en cours. Donc, j'ai fait des stages très, très vite. Et alors là, passionnée par le métier. Et à 77 ans, je suis toujours aussi passionnée. Tu peux nous faire une petite rétrospective de ton parcours rapide, parce que depuis ton entrée au CHU de Lille jusqu'à maintenant, il s'en est passé des choses. Donc, à 20 ans, j'étais infirmière. J'ai eu la chance de pouvoir tout de suite entrer dans un service que j'avais demandé, où j'avais fait mon dernier stage. C'est les Grands Brûlés à Lille, le service des Grands Brûlés à Lille. Et en fait, c'était un service autonome à l'époque, c'est-à-dire que nous étions service d'urgence, unité de soins, bloc opératoire et service de consultation. Et à l'intérieur, nous avions un service de pharmacie, un laboratoire, la radiologie. Donc, nous étions vraiment une autonome. Équipe pluriprofessionnelle dans un même secteur. Et j'ai adoré, bien sûr. Du coup, ça veut dire qu'un jour, tu pouvais être aux urgences, le lendemain en Exactement. réa brûlé, le lendemain au bloc brûlé. Avec nous avions des horaires, effectivement, qui nous permettaient de passer dans tous les secteurs de ce service autonome, ce qui fait que j'ai développé quand même une compétence assez rapidement. Et cette compétence, je l'ai eue aussi grâce à une ancienne infirmière qui m'avait préparée, parce que j'avais fait mon dernier stage d'école d'infirmière dans ce service-là, et elle m'avait préparé un carnet qui expliquait chaque type de brûlure, comment ça se manifestait et quelle action on faisait en regard de chaque brûlure. Et tu verras, en abordant mes fonctions plus tard, c'était les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui les plans de soins types et les schémas cliniques. Et donc, j'ai acquis une compétence assez rapidement grâce à cette infirmière, et ça, je ne peux pas l'oublier. Parce que les Grands Brûlés, c'est quand même un service très, très particulier. Oui, c'est un service très spécifique. Et pourquoi les Grands Brûlés plutôt qu'une réa classique, par exemple Parce que c'était mon dernier stage. C'était pas un choix à toi, par hasard tu es tombé en stage là. C'était mon dernier stage, donc j'avais adoré, bien sûr, et je l'ai sollicité. À l'époque, nous avions un pécule pour avoir du coup, on était embauchés, c'était sûr, au CHU de Lille pendant 5 ans. Donc, j'étais sûre de pouvoir travailler au CHU de Lille et j'avais été acceptée très vite donc, dans ce service. Super. Donc après les Grands Brûlés, tu es resté combien de temps ? Alors, je suis restée plusieurs années. Et à l'époque, la directrice de l'école d'infirmière et la sous-directrice sont venues me chercher dans le service parce qu'au niveau de l'école d'infirmière, il manquait de professeurs.
Il manquait de formateurs. Et ils sont venus me chercher. Parce que j'avais en deuxième année, quand j'étais en deuxième année de formation, c'était 2 ans, la formation des infirmières, en 1965. Et on était venu me demander donc de faire les bordages au niveau des premières années. C'est vrai que j'avais adoré. Et les directrices sont venues me chercher et avec le professeur du service, donc m'ont demandé si je pouvais devenir formatrice au niveau de l'école d'infirmière. Je n'avais pas du tout envisagé cette perspective, mais voilà, donc j'ai accepté. Tu as saisi l'opportunité. Voilà, exactement. Et donc tu rentres comme formatrice à l'IFSI à temps complet? Je rentre à l'école d'infirmière, et c'est à temps complet, mais comme le matin, les étudiants étaient toujours, les élèves infirmières étaient toujours en stage tous les matins, et l'après-midi court, nous les formateurs, nous allions en stage dans des services que nous avions choisis. Donc moi j'avais choisi la traumatologie, les brûlés et les personnes âgées. Et donc tous les matins nous étions en stage et je préparais mes cours pratiquement sur le terrain en stage. Donc on faisait de l'encadrement direct sur les terrains. Oui, vraiment la proximité la plus... Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont un peu plus éloignés des terrains de stage, les formateurs ici. Tout à fait. Donc, tu vas voir, c'est une constante. C'était indispensable pour moi d'être régulièrement sur le terrain. De toute façon, ça fait partie des choses que je pense indispensables. Aujourd'hui, quand on veut faire de la formation de qualité, c'est important de garder un pied sur le terrain et sur ce qui se fait dans la pratique, parce que sinon, mine de rien, c'est un milieu qui avance très très vite. Et on est très très vite dépassé. Tout à fait. Très vite dépassé. Et donc, en étant formatrice à l'école d'infirmière, j'ai dû faire, bien sûr, c'était une obligation au bout d'un certain temps, j'étais en prémonitorat, et j'ai dû faire l'école des cadres, l'Institut de formation des cadres de santé, comme on dit maintenant. Donc, j'ai dû faire l'école des cadres, et j'ai fait le CAFIM, certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière monitrice, d'accord ? Et j'ai fait également le CAFIS, certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière surveillante. D'accord. Donc, c'était distingué entre le moniteur. Donc, j'ai fait les deux. Et après plusieurs années donc, à l'école d'infirmière, comme enseignante, avec le CAFIM et le CAFIS en poche, j'ai eu une proposition de devenir formatrice à l'école des cadres. Donc, j'ai été formatrice à l'école des cadres. Alors, il y a quelque chose qui était important à ce moment-là, quand j'ai fait, moi, l'école des cadres. J'ai eu la chance d'être formée par un groupe de psychologues à la pensée positive. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est une pensée qui m'a animée pendant toute ma carrière professionnelle. Et je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui qu'on soit formé à cette pensée positive, parce que quand on parle d'évaluation, quand on parle de démarche d'amélioration continue de la qualité, j'ai appris qu'en premier, on disait ce qui était positif. On évaluait le positif, ce qui agit sur l'estime de soi de manière positive. Et ensuite, on peut se centrer sur comment améliorer, qu'est-ce que je dois améliorer et comment l'améliorer. Et on est donc dans un esprit de démarche d'amélioration continue de la qualité. Voilà, donc ça m'a animée après tout le temps de ma carrière professionnelle. Et comment ça se manifestait pendant tes études, du coup, cette pensée positive ? Pendant mes études de cadre, on a été formés comme ça par une équipe de psychologues. D'accord. Qui nous apprenait, si tu veux, à avoir cette démarche de pensée positive sur tout ce qu'on allait faire. Sur la recherche. Donc c'est une nouvelle approche complètement. Voilà, c'est une nouvelle approche. Et ça m'a animée pendant toute ma carrière professionnelle. Et donc, tu rentres à l'Institut de formation des cadres. Oui, donc plusieurs années. Et là, j'ai eu l'opportunité d'un établissement, de l'ouverture d'une école d'infirmières à Roubaix, qui est donc pas loin de Lille. Et j'ai eu envie donc de me présenter au concours de directrice d'école d'infirmière. Alors, c'était animé par la DRAS à ce moment-là, la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale, les ARS maintenant, d'accord. Donc, c'était la DRAS.
Et c'était un concours. C'était un concours avec une quinzaine de personnes qui nous évaluaient. Nous étions 3 et puis j'ai eu la chance d'arriver la première. Donc j'ai eu le concours de directrice de l'école d'infirmière de Roubaix. Donc c'est une école d'infirmière que j'ai dirigée pendant 10 années. Ça doit représenter des challenges énormes de diriger une école d'infirmière. Alors déjà, il y a des challenges énormes en tant que cadre et en c'est école énorme, mais ce qui était très intéressant, c'est que c'est une école que j'ouvrais. Oui. Il n'y avait pas d'antécédent. Et donc, j'avais un projet pédagogique dans ma tête qui était précis, c'était de mettre en œuvre l'enseignement clinique au lit du patient. Ouais. Vaste sujet. Donc, j'ai rencontré le président de CME en arrivant. Et je lui ai fait ma proposition parce que ça impliquait quand même une activité au sein des unités avec les formateurs. Donc, c'était important quand même de négocier avec le président de CME. Ça a été tout de suite accepté et pendant 10 ans, on a pu faire de l'enseignement clinique au lit du patient. Alors, du coup, qu'est-ce qui était différent par rapport à d'ici dans le déroulement concret du programme ? Si tu veux, la majorité, moi j'avais connu ça au CHU de Lille, et en fait, quand j'ai fait mes études d'infirmière, on avait une période probatoire, et à la période, alors une petite anecdote qui te fera comprendre le reste, la suite, à la période probatoire, on faisait un soin sur mannequin, mais pas du tout les mannequins sophistiqués comme maintenant dans la simulation en santé. Donc pendant le soin, techniquement, j'ai eu une très bonne note, mais la formatrice m'a reproché de ne pas avoir parlé à mon malade. Alors, parler avec un médecin, avec un mannequin, ça m'avait vraiment choquée. Et donc, je me suis renseignée sur toute la communication, Václav-Zík, j'ai tout lu après. Et je me suis dit, c'est pas possible de faire de l'enseignement avec des mannequins qui ne sont pas des mannequins sophistiqués. Donc, c'est pour ça que j'avais proposé l'enseignement clinique au lit du patient. Avec les formatrices, nous avions analysé tous les soins à enseigner et dans chaque soin, nous avons identifié l'aptitude gestuelle, les séances d'aptitude gestuelle. Donc, l'aptitude gestuelle, nous les faisions en salle de travaux pratiques. D'accord ? Donc, j'avais négocié avec la pharmacie d'avoir tout ce qui était périmé pour pouvoir remplir une seringue, remplir une perf, etc. Mais l'enseignement clinique, la pose d'une perfusion à monsieur un tel, ça se faisait au lit du patient. Voilà. C'est hyper intéressant parce que du coup, c'est extrêmement intéressant. C'est une vraie plus-value aussi pour les étudiants parce que pour une fois, j'exagère un petit peu, mais du coup, ils sont confrontés à la réalité du terrain, à la réalité de l'hôpital, à la réalité des patients. Et du coup, ça leur permet de développer leur raisonnement clinique de façon drastique. Quoi. En tant que directrice, je participais à cet enseignement avec mes formateurs. Et je me souviens d'un exemple en réanimation où c'est moi qui ai enseigné les aspirations trachéales. Et le chef de service est arrivé et quand il a vu qu'on faisait de l'enseignement clinique au lit du patient, il nous a expliqué tout le cas du malade. Les étudiants ont eu un enseignement extraordinaire. Alors nous étions au lit du malade avec 3 ou 4 étudiants. Donc c'était toute une organisation, bien sûr. Bien sûr. Et vous avez eu des retours des patients ? Parce que du coup, ça m'intéresse. Parce que pour le patient, j'imagine aussi Alors que c'est une expérience patient, on lui particulière. demandait toujours, bien sûr. Il n'y avait aucun problème, au contraire. Et ça se passait toujours très, très bien. Et j'ai eu la surprise d'avoir des demandes d'étudiants de l'école des cadres pour voir comment l'organisation de l'enseignement clinique au lit du patient était prévue. Réalisée, quoi. Oui. Et puis, par contre, en termes d'organisation, ça doit être un sacré bazar. Tout à fait. Entre faire passer tous les étudiants en fonction des cas qu'ils ont besoin de voir et tout ça, j'imagine. Tout à fait. C'était toute une organisation. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment, à pouvoir mettre en œuvre. Et le souvenir que les étudiants en ont. J'ai encore des anciens étudiants aujourd'hui qui sont déjà retraités et qui m'envoient des messages par rapport à cet enseignement. Ouais. Et pourquoi tu penses que c'est plus reproduit aujourd'hui ? Parce que jamais la première fois sur le même, la première fois sur le patient.
Non, mais après, bien que la simulation en santé, tout le monde ne passe pas. Enfin, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, on développe plus la simulation en santé avec des mannequins sophistiqués. Donc, mais est-ce que ça a le même impact sur le raisonnement clinique? Moi, c'est ça qui me questionne. Ça doit être complémentaire. Voilà. Ouais, non, mais ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire. Parce qu'aujourd'hui, le raisonnement clinique, on en reparlera sûrement, c'est un de tes chevals de bataille. Mais à mon sens, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Et même moi, dans mon cursus d'infirmier, en fait, j'ai compris qu'en exerçant infirmier, que c'était que le raisonnement clinique. Donc en fait, c'est la base du métier. Bien sûr. Et qu'à l'école, souvent, c'est très difficilement... Bien sûr. C'est pas facile à transmettre comme savoir. Bien sûr. Et du coup... c'est un réflexe qui doit être permanent. Tu vois, d'ailleurs, aux aides-soignants, là où je vais leur faire une conférence bientôt, je vais leur parler de réflexe clinique. À partir d'un exemple concret, pour bien leur montrer qu'il y a des étapes régulières de réflexe clinique qu'il faut avoir pour pouvoir parvenir à un soin personnalisé après. Parce que l'objectif, c'est quand même de faire des soins personnalisés. J'avais jamais percuté, mais le réflexe clinique, effectivement, c'est plus pertinent même que le raisonnement clinique. Ça me plaît plus que le... Je pense, tout à fait. Et ça, c'est très concret, si tu veux, dans un cas concret. Tu vois, c'est très concret. Effectivement. J'ai un exemple, si je peux encore te parler de ça, j'ai un exemple dans ma tête que je ne peux pas oublier dans l'enseignement clinique au lit du patient. Nous étions dans un secteur un long séjour, un secteur de personnes âgées. Et c'est une personne, on devait poser une sonde vésicale à demeure chez une personne qui était, tu sais, complètement recroquevillée, qui avait une démence, qui était complètement recroquevillée. Donc, tu vois, la technique du sondage vésical, si tu suis ce qui est écrit dans un bouquin, tu écartes les jambes, tu mets sur un bassin. Non, déjà pas possible. Bon, ça, c'est pas possible. Ça allait provoquer des cris, vraiment une douleur au niveau de la personne. J'ai dit aux élèves, vous faites une analyse de la situation et vous me faites une proposition. Et on va voir si on peut respecter. Écoute, ils ont analysé, ils ont fait une petite toilette par derrière, d'accord? Ils ont fait une petite toilette, ils ont mis un champ stérile. Ils ont fait un sondage rapide, sans douleur, efficace, voilà. Tu vois, et ça, c'est pas écrit dans un bouquin. On est vraiment sur une analyse de situation avec une proposition concrète d'une technique adaptée, d'une personnalisation du soin. Non, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en valeur plus chez les soignants, c'est cette capacité de s'adapter. Tout à fait. Quand on prend le temps, tous les soignants du monde, je pense, quand ils prennent le temps, qu'ils se posent, qu'ils réfléchissent, ils trouvent des solutions qui sont les exemples de solutions trouvées par des soignants. On les compte plus dans les hôpitaux. Tout à fait. Mais, et donc ça, c'est important de le mettre en valeur aussi, cette capacité de réfléchir et s'adapter. Il y a souvent ce discours de l'infirmier, c'est l'exécutant et le technicien. Non, il y a une vraie, je l'ai signé comme l'aide-soignant, il y a une vraie réflexion à poser sur les gestes qu'on fait. Si on applique bêtement ce qu'on nous apprend à l'école, ça ne marche pas. Tu vois, le réflexe clinique dont on parlait, il faut vraiment qu'on comprenne que c'est une condition indispensable pour faire des soins de qualité au niveau du patient et des soins personnalisés. Voilà. Tout à fait. Ouais, non, là, c'est 100% d'accord. Et donc, du coup, l'école d'infirmière... Alors, donc, j'étais directrice à l'école d'infirmière pendant 10 ans. Ouais. D'accord. Et puis, au bout de 10 ans... Parce que tu avais les deux casquettes, directrice et formatrice? Ah non, j'étais directrice. J'ai été formatrice à l'école du CHU de Lille, d'accord, où j'avais fait mes études. Donc, j'ai été formatrice. Ensuite, j'ai été formatrice à l'IFCS, à l'école des cadres. Et je me suis présentée au concours de directrice de Roubaix, nouvelle école, que j'ai donc dirigée pendant 10 années. Oui, mais quand tu dis que tu faisais du raisonnement clinique au lit du patient, là, toi, tu te déplaçais du coup? Je ne parlais pas encore de raisonnement clinique à ce moment-là. À ce moment-là, c'était l'enseignement clinique au lit du patient. C'était vraiment mon souci, si tu veux. D'accord. Et puis, mon objectif prioritaire, c'était de développer avec les formateurs cet enseignement clinique au lit du patient. Bon, ce qu'on a réussi à faire pendant 10 années. Et suite à ces 10 années, j'ai eu envie de prendre une retraite anticipée parce que j'avais 3 enfants. Donc, avec 3 enfants, c'était possible
s'arrêter. Ce qui a beaucoup inquiété le directeur de l'époque du CH de Roubaix, parce qu'il s'est dit, mais c'est pas possible. Si Madame Suc s'arrête, elle va déprimer, c'est pas possible, elle va faire une dépression. Donc, j'ai vraiment pris ma retraite anticipée, je me suis arrêtée, mais tout de suite après cet arrêt, le directeur de l'hôpital m'a appelé, il m'a dit, écoutez, Madame Suc, je vous offre de l'argent pour organiser une grande rencontre dans la région, en faisant présenter des exemples concrets de l'établissement, des innovations qui sont mises en place par des équipes. Donc, vous m'organisez un forum. Vous organisez un forum. Ce que j'ai fait. Donc, on a eu beaucoup de succès. 1500 personnes, avec le directeur des soins de l'époque du CHU de Lille qui m'a dit, c'est pas possible, Thérèse. Le CHU de Lille, c'est quand même important. Autre chose que le CHU de Roubaix. Ouais. Donc, il faut que nous soyons présents, bien sûr, dans cette journée. Donc, je lui avais autorisé un stand. Et à partir de là, donc c'était presque obligatoire de devoir créer une association. Donc, j'ai créé une association qui s'appelait l'Art d'Asie, Association régionale pour le développement de l'art et de la science infirmier. Mais en fait, ça a duré 10 ans. Donc, tu vois, ce sont des périodes de 10 ans. Hein. En fait, on a fait 10 forums infirmiers. Alors, le principe, c'était d'être en collaboration avec un établissement de la région. On était dans le Nord, Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Et on a commencé par le CHU de Lille. Donc, après avoir fait celui de Roubaix, on a commencé par le CHU de Lille. J'ai créé cette association. Donc, on était des directeurs des soins à l'époque, des infirmiers, kinés, etc. Enfin, on était un groupe pluriprofessionnel. Et la particularité, c'est que pendant 10 ans, on a monté un forum par an, donc en collaboration avec un des établissements. L'établissement nous payait les rapports avec tous les comptes rendus qui étaient faits par des personnes qui intervenaient. Mais la particularité est qu'on avait appelé ça les soins sur la Seine. Le matin, nous faisions des soins sur la Seine. C'était un spectacle, vraiment. Je vais te donner un exemple après. Donc, on faisait les soins sur la Seine. J'avais même embauché une comédienne qui nous préparait à bien parler sur la scène, etc. Et l'après-midi, en fait, c'était des laboratoires qui nous payaient. Bien sûr. Donc, on pouvait payer ces journées-là. Et ce qui fait qu'on avait un public très nombreux parce que l'entrée n'était pas du tout chère. C'était un film, ça devait être 50 francs, je crois. Ouais. On n'était pas sur les euros. Et donc l'après-midi, c'était les laboratoires avec des équipes qui présentaient sur des stands, des innovations sur des stands. Donc on a fait pendant 10 années ces forums infirmiers qui ont eu beaucoup de succès. C'était vraiment des soins sur la scène. Et je vais te donner un exemple. Il y a une équipe en psychiatrie où j'avais assisté à une réunion pluriprofessionnelle parce qu'en préparant ces journées-là, je me déplaçais dans les établissements qui devaient intervenir pour voir ce qu'ils allaient présenter. Et donc, j'avais assisté à une réunion pluriprofessionnelle et j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire parce qu'on discutait sur le cas d'un enfant. C'était un secteur de pédopsychiatrie. On discutait sur le cas d'un enfant et le chef de service qui animait ces réunions pluriprofessionnelles décidait en fonction de ce qui avait été dit lors de la première rencontre, la théorie qu'il allait aborder lors d'une deuxième rencontre. Et là, j'ai assisté à ce qu'on appelle le stade du miroir. Il avait fait une théorie. Donc, je leur ai demandé s'ils voulaient reproduire cet exemple sur scène. Oui. Donc, ils ont, sur scène, joué la réunion pluriprofessionnelle et fait le deuxième temps avec le stade du miroir. Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs ce que c'est exactement le stade du miroir, qu'ils comprennent bien Oh là, alors là, je serais peut-être plus capable de te l'expliquer exactement. Vaguement. Si tu veux, c'est quand l'enfant commence à se reconnaître, quoi. Tu vois, quand il commence à grandir et qu'il commence à se reconnaître,
au niveau d'un miroir. Et donc, la construction de sa personnalité, qui je suis, qui est l'autre, etc. Voilà, je t'en dirai pas non, plus. Mais je suis différent de maman et de papa. Enfin, je suis pas la même. Je peux te parler de raisonnement clinique, mais là, le stade du miroir, c'était pas ma spécialité. C'était surtout vulgariser le fait que c'était un stade du développement de l'enfant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, 10 ans de forum. 10 ans de forum, de forum infirmier. Donc, c'était vraiment un moment extraordinaire au niveau des rencontres et de pluriprofessionnel. Donc, c'était ce qui était vraiment très intéressant. Pourtant, on avait appelé l'art d'Asie avec les sciences infirmières. Voilà. Et du coup, tu avais déjà commencé à écrire ou pas encore? Alors, très bonne question. Parce que lors du premier forum infirmier au CHU de Lille, nous avions eu la chance de faire ce forum infirmier au Palais des Congrès, qui m'avait été offert par la DRAS à l'époque, maintenant ARS. Donc, ça m'avait été offert. Et on avait eu 1500 personnes et il y avait des journalistes qui étaient présents. Et il y avait une journaliste des éditions Lamar qui était présente et qui est venue me voir l'après-midi au moment où c'était au niveau des stands. Elle est venue me voir l'après-midi, puis elle a dit, écoutez, c'est incroyable ce que vous faites, cette rencontre, le public, le nombre de personnes présentes aujourd'hui, vous devriez écrire. Voilà. J'ai dit, écoutez, je n'ai jamais pensé à écrire. C'est vrai que j'étais vice-présidente de l'ARCI, l'Association de recherche en soins infirmiers. Et en fait, j'ai eu mon maître au niveau de l'écriture qui s'appelle Monique Formarié, qui était la présidente de l'ARCI et celle qui a créé l'ARCI, et qui nous répétait toujours, si vous voulez, on apprend à lire en lisant, on apprend à écrire en écrivant. Et je me suis souvenue effectivement de cette phrase. Donc, j'ai fini par lui dire, bah oui, pourquoi pas. Je n'ai jamais pensé à écrire, mais pourquoi pas, parce qu'elle voulait que j'écrive un livre. Donc, sur quel sujet, sur quel thème? Et c'est là qu'elle m'a dit, bah écoutez, on est en train de parler du diagnostic infirmier en France. Mon premier livre, en fait, a été est sorti en 1995. Et en France, la FEDI a été créée en 1991. Oui, donc voilà. Et au début, je faisais partie du groupe, je faisais partie du comité scientifique. D'accord. Au niveau de la FEDI. Donc, j'ai dit diagnostic infirmier, pourquoi pas. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec tout. Donc, voilà. Donc, elle dit, écoutez, il y a une autre personne qui s'appelle Arlette Marchal qui souhaite écrire un livre sur le diagnostic infirmier. Pourquoi vous ne commencez pas par écrire avec elle, avec quelqu'un? Je ne la connaissais pas, donc voilà, on a fait connaissance et puis on a décidé d'écrire notre premier bouquin, Diagnostic infirmier. Et c'était pour faire une critique, en même temps, prendre cette pensée, effectivement, ce courant de pensée comme quelque chose qui pouvait être intéressant. Mais en faisant une critique quand même, parce que dès le début, avec Arlette Marchal, on n'a pas accepté qu'on transforme des diagnostics médicaux, donc des noms de pathologies, comme OAP en excès de volume liquidien. C'était très compliqué pour nous, donc on a fait une analyse critique constructive. C'est rajouter de la complexité, là, il n'y a pas forcément besoin. Quoi. Et puis, dans ce que j'appelle maintenant le raisonnement clinique partagé, avec des patients partenaires, c'est compliqué de ne pas avoir des noms identiques. Déjà que la médecine est suffisamment complexe comme ça, si en plus on parle pour la même chose des termes différents aux patients, c'est déjà... je prends souvent cet exemple en formation, je dis l'embolie pulmonaire. Quand ça se passe dans le cerveau, ça devient un AVC. Quand ça se passe dans le cœur, ça devient un infarctus. Exactement. Quand ça se passe dans la jambe, ça devient une phlébite. Exactement. Pourquoi on ne peut pas dire une embolie alors ça se dit. Bien sûr. Une embolie du cœur, une embolie du cerveau. Bien sûr. Ça se dit, mais historiquement, la médecine a été compliquée pour que, quand cette discipline a été créée, il ne fallait pas que le petit bouseux du fin fond de la campagne puisse la comprendre. Et le médecin, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on fasse un travail, un rétropédalage sur comment on peut faire en sorte que tout le monde comprenne mieux sa santé. Bien sûr. Et ça fait partie des sujets. Bien sûr. Ces sujets-là.
Donc, premier ouvrage, 10 ans Alors, le premier ouvrage, effectivement, donc coécrit avec Arlette Marchal. Donc, je lui rends hommage, parce que Arlette est décédée il y a quelques années. Donc, c'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup apprécié, qui était conseillère de santé. Infirmière, bien sûr, comme moi, et conseillère de santé. Et on a eu l'occasion d'écrire le premier livre, donc Diagnostic infirmier. Et on a écrit les livres suivants aussi, la démarche clinique. Le paradigme de la discipline infirmière en France. Ça, c'était un terme assez compliqué. Et quand le livre s'est bien vendu, et quand on a dû le compléter, le réajuster, on a mis tout simplement la démarche clinique de l'infirmière. Voilà. Ouais. Et puis après le grand livre pour lequel j'ai encore là des conversations et des échanges avec des formateurs qui m'appellent, c'est l'apprentissage du raisonnement clinique, donc qui est sorti chez Debook et qui un éditeur belge, et qui a été réédité, avec des exemples concrets de démarches pédagogiques qui m'ont été présentés par des instituts de formation en soins infirmiers. Donc tu fais 10 ans de forum des étudiants. Alors, 10 ans de forum Art d'Asie, et ensuite, alors tu vois, je suis pas restée. Parce que c'est déjà une retraite très active. Je suis pas restée très longtemps inactive. Et donc, après ces 10 années, où au bout de 10 années, faire des forums, on avait fait pratiquement tous les hôpitaux de la région Hauts-de-France. Donc, on s'est arrêté là. Et puis, à l'époque, donc j'avais envie de retourner faire de la formation sur les terrains. C'était vraiment une grosse envie. Je voulais faire de la formation supervision sur le terrain. J'en avais parlé avec Monique Formarié, qui était présidente de l'ARCI. Et Monique, d'ailleurs, m'avait offert pratiquement son établissement. Elle était directrice des soins à Cholet. Geneviève Parier-Coutancé, qui était également une des créatrices de l'ARCI, était directrice des soins à La Roche-sur-Yon. Et toutes les deux m'avaient dit, écoute Thérèse, tu fais de la formation avec l'ARCI. À ce moment-là, tu deviens formateur de l'ARCI, qui faisait de la formation continue. Et tu peux faire de la formation directement dans les unités de soins en termes de supervision et reprendre après les équipes en salle pour faire une analyse à partir de ce que tu auras pu voir au niveau du terrain. Donc, ça, c'est un beau cadeau. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire avec l'ARCI. Et puis, les demandes se sont multipliées très vite. Donc, l'ARCI étant une association, on ne pouvait pas faire de formation au-delà d'un certain nombre. Donc, comme c'était une association, ce n'était pas un organisme de formation à l'époque. Donc, j'ai décidé, avec mon mari que j'ai débauché, qui était directeur d'une compagnie d'assurance, j'ai décidé de créer un organisme de formation. Donc, j'ai créé Saisiform, qui existe toujours, avec lequel j'ai fonctionné 14 ans. Donc, 14 ans de Saisiform qui a été racheté maintenant. Ça fait partie... c'est un autre directeur qui est directeur de Saisiform. Et avec Saisiform, donc, j'ai pu monter avec des chefs de projet et des formateurs. J'ai pu effectivement faire de la formation directe sur les terrains et de la formation en salle. Donc, on faisait les deux, formation sur le terrain et formation en salle, ce qui fait que j'ai 14 ans d'exemples concrets sur le terrain, parce qu'en fait, je faisais de la formation, je prenais des postes, c'est-à-dire que je faisais le poste du matin, le poste de l'après-midi, et de temps en temps la nuit, voilà, de temps en temps la nuit, ce qui me permettait de faire de la supervision directe. Donc souvent, je suivais le matin l'activité et l'après-midi, tu vois, au moment des transmissions, voilà, donc les équipes restaient un petit peu plus longtemps et on faisait de l'analyse. Et du coup, j'étais obligée de faire un compte-rendu très détaillé de toutes mes interventions avec les exemples réels et les exemples concrets. Ce qui me permet maintenant d'avoir une base de données tellement importante
que je suis en train de travailler sur l'écriture d'une recherche, enfin sur l'écriture d'un travail à partir de toute cette expérience et de toute cette analyse, d'essayer d'écrire une recherche selon la méthode de la théorie ancrée. Alors, il faut que tu nous en dises un peu plus. Alors, je ne vais pas dévaler aujourd'hui tout le détail sur la théorie ancrée, hein. Mais j'ai eu la chance avec l'ARCI de pouvoir être formée à la recherche, bien sûr, hein. Donc, j'avais été formée par Monique Formarié au départ. Et on est allé 3 fois au Canada, à Montréal et à Québec. Et à Montréal, j'ai suivi une formation d'approfondissement à la recherche et j'ai suivi une formation sur l'approche de la théorie ancrée. Okay. Hein, donc à partir du terrain, hein, à partir du terrain, donc ça me correspondait puisque je faisais de la supervision sur les terrains. Donc à partir du terrain, pouvoir après théoriser. Hein, donc, et puis pouvoir avoir des données de recherche à partir de ce qu'on a vu sur le terrain. Donc je suis en train d'organiser ce travail écrit qui est très long parce que 14 années d'exemples concrets, c'est très long. Bon, je vais dévoiler quand même ici, je vais dévoiler un petit peu ma démarche que j'ai décidée, parce que là, j'ai vraiment décidé maintenant comment j'allais l'écrire. Et j'ai été fort impressionnée par Britt-Marie Barthes, qui est un chercheur de l'éducation nationale, qui a écrit « L'apprentissage de l'abstraction et le savoir en construction ». C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de l'éducation nationale, elle part du concret pour théoriser. Hein, donc, j'ai choisi sa méthode que j'ai adaptée donc, à ce que je vais pouvoir écrire. Et d'ailleurs, je le propose très souvent en démarche pédagogique, c'est de partir d'une situation concrète qu'on a mis en scène, hein, de mettre en scène une situation concrète, et à partir de cette mise en scène, de faire ce qu'on appelle des abstractions simples. Donc, c'est une théorie sur la mise en scène, c'est une théorie directe. Hein, et ensuite de faire des abstractions réfléchissantes. Et les abstractions réfléchissantes, c'est sur les concepts. Donc, on est à un étage théorique supérieur. Et d'après Britt-Marie Barthes, si on fait cette démarche pédagogique, ça permet aux personnes qui suivent une démarche pédagogique comme ça de pouvoir retourner sur des exemples concrets en intégrant les théories, voilà, en intégrant les concepts. Hein, donc, c'est une démarche d'amélioration continue de la qualité. Bon, alors, hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Du coup, dans ta carrière, tu as beaucoup travaillé sur le raisonnement clinique. Oui. Hein. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le raisonnement clinique. J'ai beaucoup travaillé à partir du... Alors, le raisonnement clinique, au départ, de l'infirmière, bien sûr. Hein, puisque ça faisait partie de ma fonction. J'avais beaucoup d'exemples, bien sûr, qui correspondaient aux infirmières. Donc, j'ai travaillé sur la notion de raisonnement clinique avec la méthode hypothético-déductive. Et j'ai ajouté après inducto d'ailleurs, hein, puisque dans notre profession, avec des patients, il faut être vraiment centré sur la perception des indices, parce qu'on fait souvent beaucoup d'erreurs d'interprétation. Hein. Donc, il faut être très précis au niveau des indices, les hypothèses, bien sûr, recueil de données complémentaires, etc. Et puis, sur la démarche d'anticipation. Donc, le réflexe du risque pour être dans une prévention. Donc, le fait de travailler sur le raisonnement clinique m'a amené à compléter après avec ce qu'on appelle les plans de soins types et les chemins cliniques que j'avais vus au Canada. Hein, donc, que j'avais pu vraiment apprécier au Canada. J'avais suivi des infirmières libérales sur le terrain. Elles partaient avec leur chemin clinique pour une prise en charge globale des patients. Oui. Et donc, j'ai été assez impressionnée sur la méthode. Souviens-toi, je t'ai dit au départ de notre interview que chez les Grands Brûlés, j'avais eu la chance d'avoir un petit carnet qui correspondait complètement au plan de soins type. Donc, j'ai décidé de mettre en place cette méthode en France et persuadée qu'effectivement, c'était un outil qui permettait d'avoir un développement des connaissances et une adaptation, quelle que soit l'unité dans laquelle on travaillait. Donc, j'ai développé de travailler sur ce sujet et grâce à des équipes de terrain, donc en formation permanente, hein, ça a été développé en formation permanente, et j'ai publié 5 livres.
Donc, il y a 5 livres qui sont publiés avec des équipes pluriprofessionnelles. Les noms apparaissent dans chaque livre, à partir de groupes homogènes de patients avec des critères d'inclusion. Oui. Voilà. Donc, et aujourd'hui, le succès de la méthode, c'est qu'une infirmière a réussi à informatiser, c'est au CH de Tourcoing, l'AVC à partir des urgences. Elle a réussi d'accompagner l'informatisation dans son établissement et elle fait maintenant de la formation d'ailleurs pour mon ancien organisme. Et je pense qu'on va pouvoir aller vite maintenant au niveau de l'informatisation. C'est ça l'enjeu maintenant. C'est ça l'enjeu. Donc que ça devienne un outil de travail, un outil d'évaluation de la qualité des soins. Et concrètement, du coup, alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit carnet ? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit carnet ? Du chemin clinique. Du chemin clinique. Ouais. Alors, ce que vous allez retrouver dans les livres. C'est ça qui est important, c'est comment concrètement les gens qui nous écoutent veulent le mettre en pratique demain. En fait, très rapidement, la démarche que l'on doit faire pour pouvoir justement avoir un outil fiable, c'est au départ de partir de groupes homogènes de patients. Donc, tu ne vas pas faire un chemin clinique sur le diabète, tu vas faire un chemin clinique sur le patient diabétique type 1 de tel âge, par exemple. Okay. Le patient diabétique type 2, tel âge, tel autre critère d'inclusion. C'est-à-dire qu'il faut des groupes homogènes de patients très précis avec des critères d'inclusion très précis. Ce qui te permet après de pouvoir travailler sur le modèle clinique trifocal. Donc, le modèle clinique trifocal a été proposé dans notre premier livre, deuxième livre, avec Arlette Marchal. C'est-à-dire que quand on prend en charge un patient, on va travailler sur la symptomatologie de sa pathologie, sur les risques liés à la pathologie et aux effets secondaires de traitement. Donc, premier domaine clinique, symptomatologie de la pathologie. Deuxième domaine clinique, les risques liés à la pathologie et aux effets secondaires de traitement. Et troisième domaine clinique, les réactions humaines, physiques, psychologiques, les capacités et les ressources. Voilà, un troisième domaine clinique qui rend le modèle clinique trifocal humaniste, puisqu'on n'est pas centré uniquement sur la maladie, mais également sur les réactions à la maladie, qui peuvent être des émotions. Sur l'impact sur les gens. Voilà. Et pourquoi on a proposé cette méthode ? Parce que j'ai eu la chance au niveau de l'ARCI de pouvoir travailler avec des psychologues qui faisaient partie du courant de la psychologie de la santé. On a décidé de travailler ensemble. Et dans le courant de la psychologie de la santé, en fait, ce qui est développé, c'est qu'il y a un lien entre les émotions, la pathologie et les risques. Si un patient a une émotion négative forte et qu'on ne s'en occupe pas, il peut y avoir un risque qui se transforme en complication et il peut y avoir ce qu'on appelle une exacerbation de la symptomatologie. Ouais. Voilà. Donc, ce lien, on l'a traduit avec Arlette Marchal dans un modèle clinique trifocal. Et donc, quand je te parle de réflexe clinique, c'est ce que je vais développer avec les aides-soignantes là, le 4 avril, quand on parle de réflexe clinique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut être sur la douleur. La douleur, ça fait tilt. Donc, type de douleur, intensité, localisation, le temps, permanent ou pas. Mais en même temps, ça peut créer une émotion. Ça peut créer une émotion négative. Et dans les émotions, il faut aussi envisager les émotions positives. Bien sûr. La puissance des émotions positives. C'est-à-dire qu'une émotion positive, c'est le contraire. Ça te permet au contraire d'aller dans une capacité d'adaptation et d'aller vers une résilience peut-être. Voilà. Non, mais ça, c'est quelque chose qui est très vrai. Je pense on n'y comprend rien à l'impact du cerveau et des émotions et des hormones sur le corps humain. Tout à fait. Mais par contre, c'est factuel que le même patient avec la même maladie, avec un état d'esprit différent, quelqu'un qui a envie de lutter, de se battre, qui est volontaire, qui machin, et quelqu'un qui se laisse dépérir, les résultats sont diamétralement opposés. Tout à fait. Tout à fait. Ton discours me permet de rebondir sur une question que je voulais aborder. C'était quoi l'impact de l'équipe pluridisciplinaire dans ton travail sur le raisonnement clinique ? Si tu veux, ça m'est apparu évident. Alors, en parlant surtout du patient partenaire. Oui. En fait, ça m'est apparu évident quand j'ai eu l'occasion
de coécrire un livre avec mon cher ami, le docteur Hugues Lefort. Nous avons écrit, comme tu le sais, le livre « Le patient partenaire, le patient expert de l'accompagnement à l'autonomie ». Et en fait, ça m'est apparu de plus en plus évident qu'on devait parler de raisonnement clinique partagé, même si dans chacune des disciplines des professionnels de santé, on doit développer une compétence, bien sûr, individuelle au niveau du raisonnement clinique, mais quand on pense aux patients partenaires, la notion de raisonnement clinique partagé est pour moi évidente, parce qu'on doit chacun partir déjà des connaissances qui est connues par rapport à un patient, soit par le médecin, soit par une infirmière qui était le premier contact. On doit repartir de ces informations pour créer le lien de confiance avec le patient et approfondir à ce moment-là, avec notre réflexe clinique, approfondir d'informations complémentaires. Et repasser bien sûr par l'écriture au niveau du DPI, du dossier patient informatisé, repasser par l'écriture pour qu'on puisse chacun, ou au niveau de réunions pluriprofessionnelles, pour que l'on puisse chacun avoir effectivement une connaissance approfondie au niveau des patients. Ça crée le lien de confiance. Rentrer dans une chambre en disant « Vous êtes là pour quoi ? Ah bon, vous avez été opéré ? Vous êtes opéré de quoi ?» Quand tu rentres dans une chambre avec des informations, déjà que tu crées le lien de confiance au niveau du patient. Bien sûr, c'est idiot, mais c'est professionnel. Bien sûr. De rentrer dans une chambre et de savoir pourquoi le patient est là, c'est un peu la base du soin et des soignants. Bien sûr, bien sûr. Tu as un parcours du coup qui est très complet. Il me semble qu'on est arrivé au bout, si j'ai bien fait mon travail. Je pense, l'écriture, voilà, on a l'écriture. Bon, donc moi actuellement, si tu veux, donc j'ai 77 ans aujourd'hui. J'ai 77 ans. 56 ans de mariage. C'est ça c'est beau. Je me souhaite la même chose. Avec le mari pour lequel je suis venue à Lille, il ne faut pas oublier, pour lequel j'ai fait ma profession d'infirmière. Je suis rentrée dans la profession d'infirmière. Donc, à 77 ans aujourd'hui, je fais encore très peu de conférences. Je vais écrire ma recherche. Je continue à écrire ma recherche. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai énormément de contacts par le réseau professionnel. LinkedIn, et que j'ai la chance d'avoir effectivement des personnes qui me téléphonent et qui me proposent des échanges sur le raisonnement clinique, sur les chemins cliniques, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ma perspective, peut-être jusque 100 ans. Oui, ce que tu disais avant d'enregistrer, c'est que ton objectif, c'est jusqu'à 100 ans. Et les vacances, c'est pour quand du coup ? Les vacances. Ah si, j'en prends quand même de temps en temps, ça c'est sûr. Je te vois tellement active que... Je pense que je sais complètement équilibrer, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de ces ressources-là. C'est une ressource qui nous permet effectivement de rester en forme, en vieillissant. Donc c'est quelque chose qui me maintient. Comment on mène une carrière pareille ? Marié, 3 enfants, comment on trouve l'équilibre de tout ça ? Surtout sans être motivé pour la profession au départ. C'est-à-dire, j'ai été motivée dès mon premier stage, souviens-toi. Mais sans avoir l'envie de rentrer effectivement dans cette profession. Donc, je pense, si j'essaye d'y réfléchir maintenant, comme tu me poses la question, je pense que j'ai vraiment eu la chance d'avoir ces psychologues qui nous ont orientés sur la pensée positive. Je pense que le fait d'être centré, de voir plus le positif dans toutes les situations, même si on travaille sur la démarche d'amélioration de la qualité, je pense que ça éveille une passion. Ça éveille une passion. Et moi, je le ressens comme ça. Et vraiment, c'est ce que je conseille de plus en plus. Tu as dû voir quelquefois quand je fais des posts, je centre beaucoup sur une démarche d'évaluation, d'abord centrée sur le positif. Qu'est-ce qui est bien dans le soin que tu viens de faire ? Qu'est-ce que tu trouves bien ? Bon. Et effectivement, tu confirmes. Et après, qu'est-ce que tu peux améliorer ?
qu'est-ce que tu peux améliorer. Je pense que ça, c'est une démarche qui devrait... c'est un peu plus constructif que de tomber à bras raccourcis sur les gens en disant pourquoi tu as fait ça et pas comme ça. Voilà. Clairement, c'est bien plus constructif. Tout à fait. C'est quoi les grands défis de ta carrière? Les défis L'enseignement clinique au lit du patient. Ouais, ça, j'imagine qu'à monter. Parce que ça, c'était important de ne jamais avoir peur de parler à quelqu'un qui est au-dessus de moi, un professeur, par exemple. Et je vais te dire pourquoi. Parce que quand j'étais élève infirmière, la directrice de l'école nous interdisait, quand on était en stage, de parler aux médecins. Nous n'avions pas le droit de parler aux médecins. 1965. C'est impensable aujourd'hui. Hein. J'ai désobéi. D'accord ? J'ai posé Pourquoi ça me surprend qu'à moitié ? J'ai posé toutes les questions que j'avais envie de poser aux médecins en étant très poli. Voilà. Et quand, une petite anecdote, quand je me suis présentée à l'hôpital, au président de la CME, quand j'ai pris mon poste de directrice à l'IFSI-Roubaix, le directeur de l'époque voulait m'accompagner pour rencontrer le président de CME. Et arrivé dans le bureau, nous étions tous les deux, le directeur et moi, en face du président de CME qui était de l'autre côté de son bureau. Et le président de CME ne s'adresse pas à moi, s'adresse au directeur et lui dit qu'est-ce qu'elle a fait avant de se présenter au concours de directrice. Et le directeur se préparait à répondre, sans me connaître. Et là, j'ai tout de suite dit, monsieur le professeur, si vous permettez, je vais moi-même vous expliquer ma carrière avant de me présenter chez vous. Et je n'ai jamais eu de difficulté avec le président de CME. En fait, je pense qu'il s'attendait à ce que j'ai une réaction comme celle-là, à ce que je me situe et que je lui... Que tu t'imposes. Que je m'impose. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Aujourd'hui, on voit l'hôpital comme un millefeuille administratif, là. Comment, au sein de ce millefeuille, on rajoute l'examen clinique au lit du patient? C'est ça qui me fascine. Comment tu coordonnes l'école, les services et les hôpitaux, les chefs de service, pour qu'à un moment, on puisse faire de l'enseignement clinique aux soins du patient? J'imagine pas les charges de travail que ça a dû te demander de faire ça. C'était déjà un courant de pensée qu'il fallait introduire. Donc, je n'ai eu aucune difficulté, ni par la direction, ni par le président de CME, ni par les médecins. Parce que voir une directrice dans un service, des formateurs dans un service, bon, c'était toute une organisation, je ne vais pas développer l'organisation, mais ce qui était surprenant, c'est qu'il y avait une demande de l'école des cadres pour que je prenne des élèves en stage. Et dans leur plan d'action, à chaque fois, c'était l'enseignement clinique au lit du patient. Donc, ils allaient faire une démarche d'enquête auprès des médecins, une démarche d'enquête auprès des surveillantes, une démarche d'enquête auprès des équipes. Et tout le monde disait, mais c'est extraordinaire. Nous, de toute façon, on collabore, on participe à cet enseignement clinique. On était toujours avec des infirmières, avec le médecin. J'ai fait la mobilisation de l'âme, je me souviens, dans un service de chirurgie. C'est moi qui ai fait la mobilisation de l'âme. Et le chirurgien rentre dans la chambre. Je dis, vous tombez bien, monsieur, parce que je ne sais pas de combien vous avez introduit la lame. Alors, qu'est-ce que je fais là au niveau de la mobilisation? Et là, il a expliqué aux étudiants, il nous a expliqué exactement. Et j'ai dit, vous savez, la prochaine fois, ça sera intéressant de l'écrire sur le dossier. Au passage. On pouvait se permettre. Il y avait une collaboration qui était vraiment essentielle. Et puis qui était saine, manifestement. Très saine, très, très saine. Mais bon, il a fallu présenter. Je suis allée au conseil d'administration, présenter la démarche, voilà. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer dans la santé aujourd'hui? Alors, un jeune qui voudrait se lancer dans la santé aujourd'hui, les
les études sont différentes de ce que moi j'ai connu. On passe quand même... On ne va pas tout de suite en stage. On a quand même... il y a 6 mois d'école, voilà, vraiment. Voilà. Le conseil que je donnerais, c'est d'éveiller sa motivation permanente, de manière permanente, de ne pas avoir peur à poser des questions, beaucoup de questions. Il y a un réflexe de questionnement, je ne vais pas parler de réflexe clinique là maintenant, mais il y a un réflexe de questionnement qui doit être permanent. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, mais avec des propositions d'amélioration. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on développe sa passion. J'ai souvent une question sur les mentors. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accompagné mais toi, tu as partiellement répondu déjà. Parce Monique Formarié, qui était la présidente de l'ARCI, bien sûr. Mais en fait, on se rend compte que c'est plein d'opportunités que tu as saisies, parce qu'un coup, c'est la journaliste qui te dit « pourquoi pas un livre ?» Une infirmière qui m'a accueilli avec ce petit carnet. L'infirmière. Voilà. Donc en fait, on se rend compte que c'est vraiment des opportunités à saisir et qu'il faut saisir. Bien sûr. C'est comme ça qu'on construit une carrière. Bien sûr. Puis je pense que quand on a une passion qui s'éveille, parce que moi, elle s'est éveillée, donc assez vite, quand même dans le premier stage, c'est une dynamique après. Donc cette dynamique, elle ne s'arrête pas. C'est la dynamique de la curiosité. C'est ma difficulté actuellement, je ne peux pas m'arrêter. C'est pas possible. Mais je pense que quand on a compris l'importance d'apprendre, de savoir apprendre et moi je suis intimement convaincu que de maintenir l'apprentissage et d'être toujours en train d'apprendre, ça maintient aussi notre santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Je pense que quand on arrête d'apprendre et qu'on arrête de grandir, entre guillemets, je pense que le cerveau s'éteint petit à petit. Et ça éveille une curiosité permanente. Et puis, peu importe le sujet. Bien sûr. Peu importe le sujet. Tu as envie d'apprendre de la médecine ou tu as envie d'apprendre de la pâtisserie, grand bien te fasse. Mais il faut continuer à apprendre. Et je crois que ça a un effet sur la santé. Moi, je le sens. J'en suis intimement persuadé. Voilà, je crois que le travail, c'est la santé. Alors, ça dépend du travail, c'est toujours pareil. Mais... Non, mais le travail adapté. Je crois qu'il faut soi-même, si tu veux, décider à un moment donné quel travail adapté tu fais pour rester en bonne santé et en même temps te reposer. Et puis, ça me permet de rebondir sur les soignants. Je pense que soignant, ça peut être un métier qu'on peut faire qu'un temps. Aujourd'hui, la vocation du soignant à vie, et j'en parle en connaissance de cause, parce que moi, j'ai quitté les soins, mais j'ai travaillé pendant presque 10 ans. J'ai adoré ce secteur. Je me suis éclaté. J'ai appris plein de choses, rencontré plein de gens fantastiques. Mais aujourd'hui, ça ne répondait plus à mon ambition personnelle, mes valeurs, ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai changé de voie. Et en fait, c'est pas grave. Et je vois c'est l'impression que j'ai, il y a beaucoup trop de soignants qui se sont enfermés dans leur quotidien. Dans, je suis infirmier en onco, ça fait 15 ans que je suis infirmier en onco, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Mais en fait, non, moi j'ai envie que les gens ils changent un peu de paradigme dans leur tête et qu'ils puissent se dire, l'onco, là maintenant j'en ai marre, ça fait 15 ans que j'en fais, les patients c'est lourd, les familles c'est lourd, est-ce que je peux mettre mon expérience au profil de autre chose ? Et il n'y a pas de problème à aller faire, j'en sais rien moi, de la médecine du travail, de la médecine d'entreprise, infirmière scolaire, ou changer de service. Et vraiment, je pense que nos soignants, déjà eux-mêmes, iront mieux quand ils s'autoriseront ça. Parce que j'ai l'impression qu'ils se sentent enfermés comme ressources. Si moi, je pars de mon service, ça fait 15 ans que je suis là, qui va apporter ça ? Qui va avoir... Tout ça, ça s'apprendra. Les autres l'apprendront. Mais il ne faut pas s'enfermer, nous, soignants, dans des cases au bénéfice des autres. Tout à fait. C'est bien d'être un peu égoïste parfois quand on est soignant. Tout à fait. J'ai oublié quelque chose. Dis-moi tout. C'est encore possible ? Mais tout est possible. Tu es chez toi ici, tout tu veux. J'ai eu la chance, ces dernières années, de pouvoir collaborer avec l'Université de Lille à la création du DUSG, qui était donc un diplôme universitaire de soins en gérontologie. Donc, j'ai été pendant quelques années, j'ai fait partie du conseil d'administration et puis formatrice pendant quelques années. Et ensuite, nous avons ouvert avec le professeur Puisieux
nous avons ouvert le master de coordination des trajectoires de santé. Donc, on a ouvert ce master de coordination. Donc, j'ai été encore une fois pendant plusieurs années formatrice sur le raisonnement clinique, bien sûr. Et puis, j'ai collaboré à l'ouverture de la formation des IPA, donc des infirmières de pratique avancée. Voilà, donc je me suis arrêtée parce qu'à un moment, il faut prendre des décisions où effectivement, on s'arrête et on passe la main à des plus jeunes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Et du coup, ça me permet de me dire, c'est quoi ta vision de ce métier d'IPA ? Comment les IPA demain vont intégrer le système de soins actuel ? Parce que pour moi, c'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont dans des spécialités. Il y a peut-être la spécialité promotion de la santé qui pourrait être intéressante parce que je vois bien effectivement les IPA dans l'accompagnement de la prévention. Donc, ce serait très intéressant. Par contre, actuellement, dans la coordination médecin IPA, je trouve que c'est vraiment une très bonne coordination pour les patients, les patients partenaires, pour les accompagner aussi vers l'expertise. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire écrire une infirmière de pratique avancée, un article qui est paru dans la plateforme managersanté.com. Et Jean-Luc Stanislas a eu un très bon réflexe, c'est de demander qu'elle coordonne son article avec le médecin avec qui elle travaillait en diabétologie. Donc, ça a été fait et ça montre vraiment bien la coordination, la collaboration et la plus-value au niveau du patient. C'est extrêmement intéressant. Donc, je crois qu'on a des exemples aujourd'hui en psychiatrie, en santé mentale, on a des exemples dans les différentes disciplines, mais je pense que pour moi, l'avenir devrait aussi qu'on permette à des IPA en promotion de la santé de pouvoir effectivement faire un développement qui serait plus au niveau des territoires. Ça va être un vrai enjeu des années à venir de la santé de demain. La prévention, on se rend compte qu'on est un peu en retard. Et ça peut être une des façons de rattraper ce retard, effectivement. Tout à fait. Effectivement, on arrive au bout. Si tu m'as vu regarder ma montre, on arrive au bout de notre échange. On aime bien clôturer ces échanges par une petite anecdote. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur ta carrière qui t'a marqué, qui t'a fait changer de mentalité, qui a impacté ta façon de penser et de percevoir? Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui me revient constamment en tête et j'ai eu l'occasion d'écrire l'exemple d'ailleurs dans un article dernièrement. J'étais dans un service de personnes âgées quand je faisais de la supervision sur les terrains, quand je faisais de la supervision en formation continue. Et le contact avec des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou trouble apparenté est toujours compliqué. Et j'ai été toujours frappée de voir que quelquefois, on essayait de les remettre dans la réalité. Tu vois, mais non, madame Attel, aujourd'hui, on est mardi, etc. Et j'étais dans un service donc, de personnes âgées. Une dame était rentrée le matin et je demande à l'équipe si je peux me permettre d'aller rencontrer cette dame pour faire sa connaissance, pour pouvoir en parler avec l'équipe. C'est ce que je faisais souvent en supervision. Donc, je vais dans la chambre et la dame était encore avec son manteau, son chapeau sur la tête. Elle était devant la porte de sa chambre, debout, et elle regardait un cadre qu'il y avait au-dessus de sa chambre. Et quand je suis rentrée, elle ne m'a pas regardée. Donc, ça a été instantané. Je me suis mise à côté d'elle et j'ai regardé avec elle la photo qu'il y avait. Et elle a commencé à me faire un discours que c'était son mariage. Alors, ça ne correspondait pas du tout, mais que c'était son mariage, que c'était son mari. Et pendant qu'elle racontait son histoire, elle avait du plaisir, elle avait des émotions positives. Et je n'ai rien dit, j'ai écouté.
Et quand elle a eu terminé, elle s'est tournée vers moi et elle m'a embrassée. Et je suis partie comme ça et j'en ai discuté avec l'équipe. Et j'ai dit à l'équipe, vous voyez, peu importe, elle ne m'a pas dit la vérité, peu importe son histoire de vie. Hein, elle a oublié. Donc, peu importe son histoire de vie. Mais ce que j'ai remarqué là, c'est qu'elle avait des émotions positives qui étaient vraiment très puissantes. Donc, vous voyez, à partir d'aujourd'hui, ne les remettez plus dans une réalité. Essayez d'identifier les émotions positives et essayez de mobiliser le plus possible après ces émotions positives, le pourquoi des émotions positives. C'est hyper important. Faut voilà. pas Et ça, je l'ai dans ma tête. Je ne peux pas oublier, j'ai encore l'image de cette dame dans ma tête. Encore une fois, mais c'est du réflexe clinique. Tout à fait. En fait, quel est l'intérêt pour cette dame de la remettre dans la réalité aujourd'hui ? Exactement. Il n'y en a aucun. C'est du réflexe clinique. Si on la laisse dans son état où elle est bien, où elle est confortable, où elle est heureuse, tout à fait. Quel est l'intérêt d'aller la sortir de cet état-là alors que finalement, là, elle y est bien ? Mais tu vois, pour terminer sur le modèle clinique trifocal, qui est quand même, pour moi, qui est quand même une démarche qui reste prioritaire et humanitaire et humaniste, c'est vraiment ça, si tu veux. Dans le réflexe clinique, je peux avoir un réflexe clinique qui va être sur la douleur, qui va être sur un risque, hein, mais sur les émotions, ça me paraît essentiel, quoi, et sur le lien entre les trois. Non, mais c'est évident. Moi, quand j'étais infirmier d'accueil aux urgences, souvent, on avait des listes de répondre. Et ce qui m'en manquait, c'était ça, c'était comment la personne, elle se sentait, en fait, concrètement. Oui. Comment elle vivait. Parce que des fois, il y a des gens qui avaient des choses potentiellement plus graves ou plus douloureuses, mais qui vivaient mieux la chose que d'autres. Tout à fait, tout à fait. Et ça, aujourd'hui, on ne le prend pas du tout en compte. Non, tout à fait. Pas du tout en compte. Donc, alors que c'est essentiel. Ah ben, bien tu sûr. vois, la dame, pour terminer sur l'anecdote avec cette dame, ça a été très facile après d'entrer en relation avec elle. Très facile après. Le lien de confiance était créé. Voilà. Merci beaucoup, Thérèse. Merci pour cet échange. Écoute, c'était un vrai plaisir. C'était super intéressant. Malheureusement, c'est passé beaucoup trop vite comme à chaque fois. C'est un vrai plaisir. Mais une petite synthèse pour une longue carrière professionnelle. Non, mais une belle synthèse. Souvent, les gens ont du mal à être objectifs par rapport à leur propre carrière. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant et je te félicite encore et merci pour ta disponibilité et pour ta sympathie et ta gentillesse. Merci Alexandre, c'était un très bon moment. Merci, au revoir.